Notre invité il s'appelle Ange Dossou, il est conseiller technique à la médecine hospitalière du ministre en charge de la Santé. Monsieur Dossou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue sur Actu Matin. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Vous êtes là pour qu'on parle un peu de l'état des lieux du plateau technique au Bénin. Vous nous dites, lors de notre entretien pour préparer cette intervention télévisuelle, eh bien, que beaucoup de choses ont changé, notamment sur la configuration du plateau technique au Bénin dans le domaine de la santé. Qu'est-ce qui a changé? Merci monsieur le journaliste. On me permettait de noter que un peu avant l'avènement du régime de la rupture, il y avait beaucoup de cris de botte dans les couloirs de nos hôpitaux où les praticiens ensuite allaient se plaigner. C'est une image très forte. Hein? Voilà. Le contexte est un peu délicat. Se plaignaient du plateau technique qui était désuet. Il y en avait même qui comparaient nos hôpitaux à de gros dispensaires. C'est le lieu de remercier, de féliciter le gouvernement qui, depuis l'avènement du régime de la rupture en 2016, a pris à bras le corps ce problème et a entamé des réformes courageuses. Réformes courageuses dont le but ultime est la qualité des soins et la sécurité des patients. Un des éléments de votre reportage tout à l'heure montrait l'ARS et les conseils nationaux de médecine à l'œuvre pour l'élaboration des référentiels dans la matière. Voilà. Et qui dit qualité des soins et sécurité des patients dit obligatoirement un personnel disponible, qualifié et dont le niveau de connaissance est régulièrement mis à jour, des infrastructures qui répondent aux normes et également un plateau technique adéquat. Et pour répondre donc à votre question, le plateau technique était vraiment désuet sur tous les plans. En matière de médecine, quand on dit plateau technique ou quand on dit soins, il faut d'abord que le malade soit correctement examiné et pour le traiter, il faut avoir une confirmation de diagnostic. Et la confirmation de diagnostic se passe soit en passant par l'imagerie médicale ou en passant par le laboratoire. Et ces deux sous-secteurs étaient vraiment négligés. Et je crois qu'aujourd'hui... Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Donc voilà. Très bien. Qu'est-ce qui a changé? Si je prends le volet imagerie médicale, dans le secteur public, avant, on ne disposait même pas d'un seul IRM. Aujourd'hui, on a un IRM de 1.5 Tesla au CNHU. Qui répondent aux normes et qui donnent des satisfactions. Nous avons déjà au moins 4 nouveaux scanners installés au CNHU, un scanner de 64 barrettes parce que celui qui était là était vieux et déconné. Nous avons un autre à l'hôpital de Parakou et dans quelques semaines, un sera installé à Porte-Novo et l'autre à Abomey. Nous avons également environ au moins 500 nouveaux échographes, dont des échographes 3D, qui ont été distribués dans le système parce que par le passé, c'était difficile d'avoir l'échographie, surtout en urgence. Donc aujourd'hui, avec les instructions de monsieur le ministre, l'échographe doit faire partie de nos instruments de consultation, donc disponibles à tout moment. À part ça, les radios standards, les tables télécommandées ont été également achetées dans certains hôpitaux et continuent d'être installées. Ça, c'est le volet imagerie médicale. Le volet laboratoire, surtout en matière de surveillance épidémiologique, et avec la crise au SARS-CoV-2, donc la crise Covid-19, nous avons au moins installé 14 laboratoires de biologie moléculaire entièrement équipés. Par le passé, avant 2016, les échantillons étaient envoyés systématiquement à l'extérieur, malgré le fait que le système soit confronté à des épidémies. Aujourd'hui, dans chaque département, nous avons un laboratoire de biologie moléculaire, dont 3 laboratoires P3 en matière de niveau de sécurité biologique, c'est de P1 jusqu'à P4. Donc nous avons au moins 3 laboratoires P3, dont un mobile pour aller sur les théâtres des opérations quand le système ou l'environnement dans lequel se passe l'épidémie ne dispose pas de laboratoire de ce type. Outre ça, nous sommes confrontés de plus en plus à des maladies infectieuses. Mais quand nous allons dans nos laboratoires, il n'y a souvent pas de chaîne ELISA. Aujourd'hui, il y a une dizaine de chaînes ELISA qui est en train d'être installées dans nos laboratoires pour participer au diagnostic pour des maladies infectieuses, surtout pour le diagnostic, le typage et le suivi des malades qui sont atteints d'hépatite et d'autres maladies infectieuses, même dans les bilans prénataux. Outre cela, il faut reconnaître que vous avez, je sais une fois encore l'occasion de féliciter les journalistes de tout horizon, supporté le gouvernement dans sa politique de prescription rationnelle des antibiotiques.
Aujourd'hui, on ne doit prescrire l'antibiotique que sur une base biologique ou sur une base d'arguments cliniques vraiment assis. Aujourd'hui, les laboratoires de bactériaux sont en train d'être installés dans nos laboratoires, surtout les laboratoires au niveau régional, c'est-à-dire au niveau départemental et au niveau national. Il y a des équipements qu'on n'avait pas du tout dans notre système. La gazométrie, c'est pour mesurer un certain nombre de gaz, l'oxygène, le CO2 dans l'organisme. Avant, cela se faisait en mesure externe. Je pense que on voit souvent les images où on met des ostéomètres au niveau des doigts. Aujourd'hui, on est capable de faire ces mesures directement dans le sang. Donc aujourd'hui, ces équipements sont disponibles. À cela, il faut ajouter la chaîne de froid parce que nos réactifs doivent être conservés dans un certain nombre de conditions. Dans nos laboratoires, malheureusement, par le passé, c'était toujours des frigos de cuisine qui ne répondent pas aux normes. Aujourd'hui, il y a les frigos adaptés, on appelle chaîne de froid, pour pouvoir conserver tous ces réactifs. La banque de sang aussi, on a créé de nouvelles antennes. Elles ont été totalement équipées, c'est même encore en cours pour un certain nombre. Donc, pour le laboratoire, voilà. Et avec votre permission, et là j'ai parlé des explorations diagnostiques. Maintenant, en matière de soins, il faut voir de manière générale ce qui change au niveau des soins et qui frappe au moins. C'est d'abord le confort des malades et la sécurité des patients en matière de literie. On n'était pas le passé habitué à avoir ce que d'aucuns appellent des ferrailles, mais c'est des lits métalliques. Aujourd'hui, de plus en plus dans nos hôpitaux, vous verrez qu'on a plutôt des lits médicaux qui répondent à un certain nombre de normes. Et au niveau de la réanimation et des... Ça, c'est dans les grands centres, non? Les grands centres, oui. Les grands centres, bien sûr. On n'a pas encore couvert tout le pays. Merci, monsieur. Et au niveau des soins intensifs de réanimation, nous avons des lits de réanimation qui sont en train d'être progressivement installés. Environ 1500 lits ont été achetés et sont en train d'être mis à disposition. Et également, quand un malade a bénéficié d'un atoué hospitalisé, il faut pouvoir faire un suivi médical. Le plus souvent, pour les images auxquelles nous sommes habitués, il faut aller prendre la tension avec la main. Aujourd'hui, nous avons des systèmes, je dirais, automatisés. Donc, c'est les moniteurs qui vous permettent de suivre les constantes du malade. Mieux, il y a ce qu'on appelle la télémétrie, où quand vous avez un certain nombre de malades hospitaliers, sans être à côté d'eux, depuis votre pause de travail, sur votre écran, vous avez toutes leurs constantes. Il y a actuellement la télémétrie au CNHU, dans les soins intensifs de la cardiologie et également dans l'unité de neurologie. Et tout ceci permet de mieux monitorer nos patients. Si vous le permettez, donc, on va finir là-dessus. On va finir là-dessus en passant de spécialité en spécialité. En néphrologie, par exemple, ou en néphrodialyse plus précisément, pratiquement 60 nouveaux générateurs ont été achetés, des générateurs qui sont ouverts pour permettre de faire la dialyse des patients. En cardiologie également, avec les pôles d'excellence que nous avons, en chirurgie cardiaque, en cardiologie interventionnelle, donc les blocs sont équipés, les salles de soins intensifs, et au fur et à mesure. En oncologie, donc pour le cancer, vous avez le plateau technique qui apporte nouveau l'oncopédiatrie et les hôpitaux de jour qui sont en train d'être mis en place. Quand on va passer au CHIC, c'est-à-dire l'hôpital de Calavi, vous verrez qu'actuellement, nous avons ce qui n'était pas dans notre schéma avant, nous avons tout un service de radiothérapie où actuellement on peut gérer les cancers avec les rayonnements ionisants. Donc nous avons 2 accélérateurs linéaires et la plurithérapie qui est en train d'être installée. Et à côté, tout le service de médecine nucléaire pour faire ce qu'on appelle la radiologie métabolique. Donc voilà beaucoup de choses qui ont été faites sur lesquelles on ne communique pas assez, peut-être avec votre aide. Qu'est-ce qui vous a sorti maintenant, Desbois? C'est toujours intéressant de savoir ce que les autorités font, notamment pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Et là, on parle de soins, c'est tellement fondamental. Je vous ai entendu dresser une certaine liste d'équipements, l'amélioration des conditions d'hospitalisation et de soins des patients. Vous aviez cité un certain nombre d'équipements, mais quelle est la proportion des équipements achetés et installés par rapport justement à la demande qui existe? Vous avez parlé par exemple de l'équipement destiné aux IRM. Il y en a qu'au CNHU. Nous sommes 13 millions de Béninois. Il me semble que le Bénin, ça commence depuis l'océan jusqu'à Mananville. Et puis les scanners, vous aviez
prévu installer à Porto Novo, à Abomey, alors qu'il en existe déjà à Cotonou et à Parakou. Je crois qu'à Malanville aussi, les populations en ont besoin, sinon à Natitengu aussi. Alors, quels sont les éléments qui définissent, je dois dire, l'occupement spatial dans l'acquisition et l'installation des équipements? Là, vous posez une question très importante, qui est également une préoccupation au ministère de la Santé. Avant, on pouvait acheter selon peut-être les besoins, les humains, mais aujourd'hui, nous suivons ce qu'on appelle la carte sanitaire, qui est en train d'être actualisée. D'ailleurs, les besoins existent, mais il ne sert à rien également d'aller acheter des équipements, les mettre à des endroits où il n'y a pas de ressources humaines. Donc tout va de pair. Il y a la disponibilité des ressources humaines qualifiées pour pouvoir utiliser ces équipements. Il est vrai également, nous devons avoir une distribution qui réponde également aux besoins des populations. Je n'aurais pas besoin d'un IRM est venu jusqu'à Cotonou pour le faire. Donc progressivement, on ne va pas tout faire en une journée non plus. Donc en fonction de la carte sanitaire des besoins, donc le maillage est fait progressivement pour que tout le monde ait cette accessibilité facile à tous ces équipements. Les équipements de soins ne se négocient pas parce que c'est au lit du malade. Et donc, le malade n'a pas besoin. Mais il faut également reconnaître, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, où on est en train de développer la télémédecine, ou bien que le malade soit à un lieu, ces images ou ces informations peuvent être interprétées par un médecin qui n'est pas à côté de lui et qui peut répondre et interagir avec les praticiens qui sont d'un autre bord. Et comment se fait la maintenance de ces équipements? Et surtout les conditions dans lesquelles on les enferme. On sait qu'on a beaucoup d'échos de matériel acheté à grands frais, mais qui ont été, ma foi, gardés dans des conditions qui les ont détériorés. Je vais vous faire une confidence. La question de maintenance est une préoccupation jusqu'au plus haut niveau. Quand je dis haut niveau, vous comprenez vers où je situe mon regard. Parce que par le passé, vous l'avez dit, c'est horrible comme image de voir qu'on a investi autant d'argent et que les matériaux sont, après utilisation de 3 mois, de 6 mois, sont au garage. C'est ce qui nous a amené dans l'évolution à créer l'Agence nationale de la maintenance hospitalière, elle est toute nouvelle, qui est dédiée essentiellement à cette question. D'abord, la maintenance commence déjà à l'acquisition de l'équipement, dans la définition des spécifications fonctionnelles et techniques, commence également avec les types de contrats qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire dans l'acquisition de chaque équipement, il faut des contrats de maintenance préventive. Et donc nous avons une agence qui est mise en place, qui est en train de développer progressivement sa feuille de route. Et rassurez-vous que ces images que nous n'avons pas le passé ne vont plus continuer quand cette agence sera en mission ou va développer totalement sa feuille de route. Aujourd'hui, nous avons également la chance d'avoir une école de maintenance à l'université qui est en train d'être renforcée et pour pouvoir aider le système sanitaire à avoir des équipements qui fonctionnent. Parce qu'on parle, c'est vrai que l'ARS, vous n'êtes pas allé au bout, mais on parlera également de matériaux-vigilance. Quand on ne fait pas la sécurité ou la maintenance au niveau des équipements, cela pose également un problème au niveau de la sécurité du patient. À équiper la facture, l'État. Bien sûr, l'État. Nous avons un État ou bien les hôpitaux, parce qu'on a vu des cas aussi où, au nom de l'autonomie de gestion, on a abandonné des hôpitaux qui ne pouvaient quand même pas se supporter. Mais les deux doivent aller de pair. D'abord l'État, parce que c'est son rôle régalien d'assurer la santé à toute sa population, mais également aujourd'hui, mieux que par le passé, les hôpitaux ont un nouveau statut, des établissements qui ont une autonomie financière et progressivement on leur apprend avec la nouvelle, je dirais, gouvernance hospitalière, à faire face à leurs obligations. Si dans le privé, les gens payent les impôts, payent tout et continuent de fonctionner normalement. Mais ça, c'est le privé. À l'hôpital, on ne peut pas tout exclure. C'est la charité aussi. C'est pour ça que l'État continue d'accompagner nos hôpitaux. Mais la gouvernance hospitalière doit obliger les hôpitaux à avoir une meilleure planification et à faire face à leurs besoins. L'État sera toujours là pour accompagner, répondre aux grandes urgences. Ça va être pendant combien de temps? Ben, on va le définir ensemble. En 2 mots, quelle est la qualité des infrastructures, des équipements qu'on retrouve au Chic aujourd'hui ou qui sont annoncés aujourd'hui? Le ministre de la Santé, le professeur Moupati Benjamin, lors d'une de ses allocutions, a parlé d'équipements qu'on retrouve pas vu ailleurs. Et cela a créé des tollés. Ça a failli arracher le sourire. C'est l'occasion pour moi de revenir là-dessus, mais il a raison. Ah oui, sérieusement? Sérieusement, je vous le confirme. Quand on dit qu'on ne retrouve pas ailleurs, ne dites pas que ça n'existe pas ailleurs. Aujourd'hui, dans chaque domaine,
Il faut que vous peut-être un jour on reparte encore là et qu'un technicien vous l'explique. Quand vous prenez chaque as, que ce soit au labo, au bloc, n'importe où, vous avez les équipements de dernière génération. Donc, autrement dit, un hôpital qui s'est équipé il y a 2 ans n'est pas à ce niveau de plateau technique. Même en Europe. Ça, il faut que tout le monde le mette dans la tête. Et ça dit que c'est vrai, on n'est pas en train de faire de la propagande. Ah oui. Ça, ce n'est pas notre culture d'ailleurs. Un hôpital qui s'est équipé il y a 2 ans, 3 ans n'a pas ce plateau technique. Donc, autrement dit, nous avons eu la présence des instructions d'abord du chef de l'État que sur chaque as, on est sûr qu'on a d'avoir les meilleures maisons, parce qu'il y a des maisons qui sont connues en matière d'équipement et que nous avons la dernière génération de chaque équipement. Oui, mais ailleurs, il y a une politique de renouvellement des équipements qui n'attend pas forcément. C'est 5 ans. En moyenne, c'est 5 ans. Ah oui, 5 ans. Oui. En moyenne, c'est 5 ans. Voilà. Le gouvernement a acquis récemment plusieurs ambulances. Pourquoi ce choix? Ben, la médecine hospitalière commence avant l'hôpital. C'est ce que nous appelons la médecine pré-hospitalière. Je sais, on est tous habitués à ces images de patients sur ces mignons, la tête ailleurs, l'aiguille ou bien une cuillère dans la bouche. Ce n'est pas des images auxquelles on doit continuer à s'habituer. Un malade se transporte à l'hôpital avec, on parle de transport médicalisé, sécurisé. Donc d'abord, 50 ambulances et puis 188, c'est pour assurer d'abord un bon transfert sécurisé des patients. Et également, quand il faut faire de la référence d'une structure d'un niveau donné vers une structure à un niveau plus élevé, il faut que ce transport se fasse également dans le temps. On était habitué à dire non, l'ambulance est allée à tel endroit, l'ambulance va revenir, l'ambulance est à peine. Non, aujourd'hui, c'est toute une flotte qui est gérée par quelqu'un ou par une équipe du moins, et qui sait quelle ambulance il faut envoyer à tel hôpital, dans quel délai. Donc l'ambulance n'appartient plus forcément à une structure, à un hôpital, ça appartient à un système, et il y aura un tout opérateur qui essaie de manager la disponibilité des ambulances, toujours pour assurer la sécurité des patients dont nous avons en charge de santé. Il y a d'abord un maillage qui est fait sur le plan territorial, d'accord, par zone sanitaire, en fonction des infrastructures qu'il y a, et tout ceci est renseigné, puisqu'il y a un tracking au niveau des ambulances, et tout ceci est renseigné sur une base, et également vous avez des demandes qui sont faites, et donc il y a un système pour mailler ces informations et rendre l'ambulance disponible. Ange Dossou, merci d'être venu sur l'Actu. Très bonne journée à vous. Je rappelle que vous êtes conseiller technique à la médecine hospitalière, à du ministre en charge de la santé. Je vous souhaite aussi de passer une bonne journée. Merci beaucoup. Prenez soin de vous surtout, parce que dehors, ça crachote toujours. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à l'autre rubrique, celle qui nous informe de l'actualité sur Internet. Voici, Actu sur le web.